Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Christophe Benz et je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un projet perso dont je suis développeur, mais aussi musicien. Et j'ai découvert il y a à peu près 4-5 ans un langage un, un peu moins connu que JavaScript qui s'appelle Helm et donc qui m'a permis de réaliser ce projet personnel qui consistait à mélanger la musique et le métier de dev et en particulier ce qu'on appelle des grilles d'accords. Donc c'est un talk que j'ai déjà fait en anglais il y a à peu près 2 ans, de la conférence sur le langage Helm à Paris. Et donc les slides, je ne les ai pas traduites, mais je ne pense pas que ça va vous poser trop de problèmes. Donc voilà le contexte. La photo obligatoire, voilà, des fois quand on est musicien, on est amené, surtout en jazz, à jouer dans des caveaux, par exemple ici le caveau de la Huchette, où on est amené aussi à jouer avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec des morceaux de musique qui sont connus, donc on appelle ça des standards en jazz, des morceaux que tout le monde est censé connaître en tout cas. Et donc, on débarque, on sait pas trop forcément, on les connaît pas forcément, donc les gens se trimballent avec depuis les années 60, des énormes pavés de photocopies qu'on appelle des real books, et donc qui contiennent les morceaux de musique qu'on met pas sous forme de notes écrites, mais plutôt sous forme d'accords. Donc c'est une sorte d'abstraction du morceau de musique. Et on fait circuler ça, voilà. Et puis il y a ensuite eu des PDF. Et aujourd'hui, je m'étais dit, les PDF c'est bien, mais voilà quoi, c'est pas mal d'avoir une appli, soit une appli web, soit une appli mobile, je ne sais pas trop, mais en tout cas d'avoir des datas qui représentent ces morceaux de musique. Et ensuite, on peut faire un rendu. Du coup, j'ai commencé à explorer. Donc, pour pas vous balancer tout le code directement, bien entendu, ça serait plus simple d'exposer quelques rudiments de musique. Alors, pas en théorie musicale, on va plutôt regarder ça sous l'œil du développeur. Donc, je voulais savoir en introduction si vous pouvez lever la main rapidement, qui connaît un peu la musique en gros. Ah, pas mal, ouais. Du coup, ça va vous parler. Alors, en jazz, bon, ça marche aussi en blues, en pop, en folk, enfin voilà, dans toutes ces musiques qu'on appelle soit improvisées, soit de tradition orale, un morceau de musique, grosso modo, on se le représente comme une mélodie, donc ce qu'on va chanter ou jouer avec un instrument soliste, et une suite d'accords. Donc, pas tellement sous forme d'une partition avec des notes unitaires qu'on va jouer exactement les unes à la suite des autres, mais plutôt comme ça, des représentations plus haut niveau, avec, vous avez certainement, même ceux qui font pas de musique, déjà vu ce qu'on appelle des tablatures de guitare. Grosso modo, bon, ça montre où il faut mettre les doigts, mais ça montre aussi le nom d'un accord, donc ces espèces de lettres et de chiffres. Ensuite, ces accords, on les assemble sous forme de grille d'accords, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on doit savoir lire quasiment au pied levé quand on démarre, qu'on choisit collectivement de démarrer un morceau. Donc en lisant ça, on est censé jouer les accords. Donc on voit que c'est comme un tableau découpé en plusieurs parties, avec certaines parties qui sont répétées, donc comme la troisième ligne qui est composée uniquement de tirets, mais certaines cases toutes seules aussi sont composées de tirets, qui veut dire qu'on doit jouer le même accord que dans la case de gauche. Voilà. Donc un accord, c'est une note qui est représentée par une lettre en notation américaine, suivie d'une qualité qu'on va appeler généralement majeure, mineure, etc. Donc on les représente de la manière la plus courte possible. Le nom de la note de base de l'accord, comme Do ça va être C en américain, F ça va être Fa, et quand c'est majeur on met rien, quand c'est mineur on met un petit thème. Voilà, ça c'est super empirique. Donc après les accords, on les assemble en cases, ou on appelle ça des mesures. Et il peut y avoir des mesures avec un seul accord, deux, trois ou quatre. Ça va aller rarement plus loin que quatre.
Et voilà, une vraie grille d'accords, un peu touffue, quoi. Là, il faut quand même s'accrocher pour la lire du premier coup. Et c'est un extrait d'un de ces pavés de photocopie là, dont je vous parlais. Voilà, voilà, c'est tout. Vous avez les bases qu'il faut. Donc je me suis dit, donc le langage Helm, pour faire un petit background pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un langage qui se compile en JavaScript, qui est issu des traditions un petit peu de Haskell. On retrouve, donc on appelle ça un langage fonctionnel, typé, qui permet, avant d'écrire du code, de spécifier les types que l'on manipule, et le compilateur va vérifier qu'on applique les bonnes fonctions au bon type et peut détecter des erreurs. On retrouve ça aujourd'hui en Rust et dans d'autres langages aussi, ou en TypeScript par-dessus JavaScript. Donc Helm, il va prendre tout notre code et il va pondre un fichier JS comme un bundle en JavaScript. Voilà. Donc je me suis dit, c'est un super sujet pour essayer Helm, voir comment je peux modéliser tout ça et pourquoi pas après faire une appli web. Voilà. Donc j'ai commencé en me disant, il y a le type note, c'est l'élément de base, c'est une note qui va permettre de construire des choses plus tard. Donc le type note, c'est un enum. Donc en Helm, ça se note avec des pipes. On énumère les différentes valeurs possibles. Alors bon, il y a des dièses et des bémols. Donc on dit sharp ou flat en anglais. Donc comme on ne peut pas mettre des symboles comme le dièse qui serait perçu peut-être comme un commentaire ou quelque chose comme ça, j'ai mis un F, voilà. Pardon. Quand ensuite on monte, on compose ce type note avec d'autres choses, donc on peut faire des tuples. Donc un accord, en fait, c'est un tuple entre une note de base, comme je disais tout à l'heure, Do majeur, Fa mineur. Donc on prend la note de base et sa qualité. Donc sa qualité, c'est aussi un enum avec majeur, mineur. J'en ai mis d'autres, mais il y en a encore plus. Et voilà, on peut construire des valeurs concrètes avec ce type-là, comme ceci, pour Fa mineur. Ensuite, on monte encore au-dessus, on construit des mesures, donc le type bar, qui est là on commence à utiliser les types Helm un peu plus sophistiqués, c'est-à-dire que le type bar, c'est soit, si je le dis en français, c'est soit une mesure avec des accords, avec une liste d'accords, donc c'est la première alternative, donc bar de liste d'accords, ou ce que j'ai nommé bar repeat, c'est-à-dire la case où on est censé jouer l'accord précédent, donc une répétition. Voilà. Donc c'est là déjà on voit que le type on appelle ça des types énumérés avec un constructeur. Voilà. On montrera comment on crée une valeur comme ceci. Par exemple, une mesure avec deux cases, je définis la variable bar de type bar 1 de type bar, et j'utilise le constructeur bar et je lui file une liste de deux accords, comme on l'a vu dans les slides d'avant. Ensuite, on monte encore, on arrive aux parties, donc c'est des lignes dans la grille. Alors ça peut être plusieurs lignes parce qu'on a 8 cases par ligne, mais on appelle ça une partie. Donc la partie, elle est nommée, on dit à la partie A, la partie B. Donc ces lettres-là, c'est purement conventionnel. Et donc voilà, c'est pareil, c'est une alternative. On a la première possibilité qui est d'avoir une partie qui est vraiment qui définit des accords, ou la deuxième possibilité, une partie qui est répétée elle aussi, donc, mais elle prend également un paramètre qui est le nom pour référencer à quelle partie elle est censée correspondre. Donc voilà, encore une fois, construisons une partie avec des mesures qui elles-mêmes sont composées d'accords. Voilà. Et j'encapsule tout ça dans un type chart. Donc chart en anglais, ça veut dire une grille d'accords. Chord chart, c'est un peu indisable. Et
quelques métadonnées, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de plus sobre pour l'instant. Donc après, j'ai fait une visualisation. Donc en Helm, on a un type HTML qui est retourné depuis la fonction view. Donc on a une fonction view qui prend en paramètre cette valeur chart et qui produit cette structure de données qui représente du HTML. Donc en Helm, on n'écrit pas de template, on écrit plutôt des fonctions. Il y a la fonction div, il y a la fonction p pour un paragraphe qui produit un peu comme ce que fait React avec le Virtual DOM. Donc ici, mon but, c'était pas de montrer comment on fait du Helm en web, donc je vais pas mettre le code et tout ça, mais en gros, il faut juste voir que on peut itérer sur toutes ces structures de données et pondre graduellement du HTML. Voilà, alors bon, une fois qu'on a ça, c'est bien déjà, mais on n'a rien de plus qu'un PDF ou un papier. Donc on a webifié le truc, mais ce qui commence à être intéressant avec l'interactivité qu'offre l'informatique, c'est que on peut être amené dans je reviens dans la situation pas de concert, mais de jam session ou de buff, où les gens vont subitement choisir de jouer le même morceau, bien entendu, mais dans une autre tonalité, parce que le chanteur, la chanteuse a besoin de chanter plus aigu, plus grave, donc on appelle ça transposer un morceau. Donc il faut transposer, généralement, quand on sait le faire de tête, on est très content, parce que c'est une compétence complexe, mais bon, c'est sympa d'avoir le smartphone qui le fait à notre place. Donc je me suis dit, on va pouvoir écrire un algorithme pour transposer automatiquement les accords de plusieurs pas vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc si vous voulez, les notes de musique, je reviens un peu sur l'histoire théorique. Les notes de musique, c'est un cercle qui boucle, puisque une fois qu'on arrive do, ré, mi, fa, sol, la, si, on retombe sur do, mais plus aigu. Donc on peut modéliser ça comme quelque chose de cyclique. Et la transposition, c'est une fonction qui prend une note et qui applique un pas et qui renvoie une autre note. Donc pour cela, je prends l'index dans le type enum. On a vu que la note, c'était une énumération de do dièse, ré dièse, mi, voilà. Et donc on regarde quel est son index, on applique l'index et on bascule sur le nom de la note cible. Et en fait, transposer une note, c'est l'élément de base de la fonction, c'est la fonction de base, pardon. Mais transposer un accord, en fait, ce n'est que transposer la note qui représente l'accord, la note fondamentale de l'accord. Donc que ce soit majeur, mineur ou que sais-je, ça ne change rien du tout. On va garder ce qualificatif et on va transposer la note de base. Donc en fait, c'est hyper simple. Il suffit de prendre tout. Si je prends la hiérarchisation des types qu'on a explorés, on prend pour transposer une grille, une charte, il faut en fait transposer chacune de ces parties. Pour cela, il faut transposer chacune de ces bars et ainsi de suite jusqu'à corde et jusqu'à note. Donc on est dans un cas, pour un langage fonctionnel, un cas très simple de fonction map, où on va mapper, on va avoir une fonction map pour la grille, on va avoir une fonction map pour les parties, pour la mesure, etc. Donc, bon, le code est un peu... voilà, on voit que les fonctions s'appellent les unes les autres, mais bon, c'est un peu du pseudocode quand même. Je vais passer rapidement. Après, on peut s'amuser, c'est pas forcément utile pour cet usage-là, mais je me suis dit que quitte à faire du Helm et de la musique, eh bien, on pouvait faire une librairie, un module musique, par exemple, Helm Music, qui proposerait des fonctions d'analyse musicale de base, qui permettrait de faire de l'arithmétique sur les notes de musique, par exemple la fonction intervalle qui va nous renvoyer le nombre de notes qu'il y a entre deux notes. Donc en utilisant les mêmes index dont je parlais tout à l'heure, on peut voir que l'intervalle entre deux notes, la toute dernière ligne, c'est l'appel
Donc l'intervalle entre C qui est Do et G qui est Sol. Ouais, ça c'est la notation américaine qui n'utilise pas les mêmes noms qu'en français, donc c'est un peu, il faut switcher quoi. Donc c'est 7, voilà, il y a 7 notes intermédiaires. Parce qu'il y a les dièses et tout ça, donc on ne peut pas juste dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ça ferait 5. Ben, en fait, il y a Do dièse, Ré dièse, voilà. Donc ça fait une fonction de plus dans la librairie. Voilà, j'en ai fait quelques autres. Et la fonction de top, pour revenir à cette histoire de transposition, cette fonction montre un peu qu'en Helm, on utilise une construction let in pour déclarer des sous-variables utiles à la fonction, et ensuite montre qu'on peut recréer dans la toute dernière ligne, on peut recréer un record. Chart, c'est un record avec 3 champs, title, key et parts. Donc on peut tout est immutable en Helm, on n'a pas le droit d'écraser un champ. Donc en fait, pour changer les valeurs key, puisque key est encore un problème anglais-français, key c'est la clé, mais en fait on appellera ça plutôt la tonalité. Donc si je transpose mon morceau, je change sa tonalité, donc je change sa key, et je dois affecter new key, mais je ne peux pas affecter véritablement en Helm, donc je vais devoir construire une nouvelle chart avec une nouvelle key. Et tous les champs qui sont après le pipe sont remplacés, mais les champs originaux sont conservés. Donc c'est aussi pour ça que j'aimais bien ce langage, c'est parce qu'il y avait moins de risques de faire des effets de bord ou des choses comme ça. Voilà, donc j'ai prévu une très courte démo qui va consister à vous montrer la page statique qui a été générée. Donc c'est une webification de la première grille qu'on avait vue. C'est assez basique, hein, on peut choisir des cases, on peut changer leur type. Par exemple, là, je vais pouvoir changer l'accord, hop, changer sa qualité, mettre un mineur 6, hop, super. Et puis je peux transposer globalement la grille. Donc là, si voilà, je suis en situation de jouer, au pied levé, on me demande de la jouer en sol, ben je choisis sol, et là, toute la grille est transposée. C'est moins de gymnastique mentale et plus de sécurité. Voilà. Donc, le code source est sur mon compte GitHub. Voilà. Après, j'ai utilisé des fonctionnalités qu'on trouve aussi en Helm, tout comme dans d'autres langages pour le coup, c'est-à-dire un parseur. Moi, le but c'était de faire un format texte à la Markdown, parce que c'est plus simple que de se trimballer un fichier JSON ou YAML ou que sais-je. Donc je me suis dit, je vais permettre aux gens en fait d'écrire directement leur grille d'accords sous forme texte, avec des retours à la ligne, et voilà. Donc je me suis dit, je vais designer sur la base de ce qu'on trouve dans ces gros PDF avec plein de pages là, de l'historique, on va dire. Donc c'est prendre le cas du réel et puis trouver les patterns couramment employés. Parce qu'en fait, dans ce milieu-là de la musique des années 60-70, tout le monde écrivait ses grilles à la main. Donc il n'y avait pas de formalisation, il n'y avait pas de comment je représente. Il y a plein de variations, c'est pas très facile à transformer en données, quoi. Donc j'ai pris des cas un peu rationalisés, voilà, et avec le caractère en ASCII ou en UTF-8 qu'on choisit pour représenter les choses. Donc tout ce qui est graphique avec des positionnements en 2D, bon, je dois l'aplatir. Voilà, ce genre de choses. Les sections, je peux utiliser le signe égal. Ou si c'était plus comme en Markdown, j'aurais pu mettre un dièse. Mais dièse, ça introduit en musique, ça a une connotation très particulière, donc j'ai préféré l'éviter. Donc voilà, pour une grille d'accords complète, c'est la même qu'on vient de voir. On pourrait l'écrire en Markdown-like, comme ceci. Et voilà. Et puis à partir de là, on peut écrire un parseur. Alors en Helm, il y a une librairie qui a été faite par le créateur du langage, donc elle s'appelle Helm
parser, tout simplement. Donc on peut déclarativement définir, un peu comme les langages à base de grammaire ou des choses comme ça, de manière très, très abstraite, on peut définir ce que le parseur est censé rencontrer et avoir en sortie une valeur de type chart. C'est pour ça que le type de cette fonction de parsing s'appelle parser chart, parce que c'est le type parseur paramétré par, un peu comme des types génériques dans d'autres langages, paramétré par le type chart. Voilà. Et à l'inverse, on peut prendre une structure de données et avec le pattern matching, bon là j'ai pas fait chart parce que chart c'est pas très intéressant, mais j'ai pris un élément plus significatif qui est la mesure, pour la transformer en string dans ce format style markdown. Eh ben, on avait vu tout à l'heure que la barre, la mesure, elle pouvait être soit une mesure avec des accords, soit une mesure repeat. Donc là, c'est là qu'on voit en action le pattern matching qui est case bar off, et on voit que selon les deux cas, eh bien, je dois, le deuxième étant le plus simple, sortir uniquement un moins, mais le premier étant appeler la fonction map sur list.map sur tous les accords qui composent la mesure et appeler le toString de chaque accord, faire un join. Donc on voit les opérateurs pipeline, on voit que également les types énumérés en Helm. Par exemple, si j'oubliais, c'est le grand classique, quand on vante les mérites d'un langage avec du pattern matching, c'est que si j'oublie le case bar repeat, par exemple, le compilateur va me dire que le type est composé de deux alternatives, mais que je n'ai pris en compte qu'une seule. Et donc ça crée un sentiment de sécurité très agréable. Et surtout, quand on fait du refactoring, c'est vraiment bien si j'ajoute une alternative à mon type, eh ben, tout mon code, toutes les fonctions qui se servent de ce type vont être highlightées par l'éditeur ou par le compilateur dans la console. On verra que voilà, il faut mettre à jour toutes les fonctions, et on est sûr que bon, l'adage qu'on entend souvent en Helm, ou en Haskell ou quoi, c'est si ça compile, ça marche. Bon, c'est un peu abusif, mais en fait, on a bel et bien jamais d'exception au runtime. On a beaucoup d'erreurs au compile time, mais jamais d'exception au runtime. Voilà. Lié à ces choses-là, en tout cas. Voilà, donc bonne pioche, ce langage-là, pour faire ce genre de package. On peut compiler en JavaScript, ensuite on peut le sourcer depuis un projet. On n'est pas obligé de faire une appli web, on peut faire une librairie de fonctions qui vont être appelables depuis du JavaScript. Avec tous ces types-là, ça va être utilisable à l'intérieur du code Helm, mais en dehors, on va pouvoir faire aussi des encodeurs ou des décodeurs vers du JSON, par exemple, et ainsi permettre l'interopérabilité avec des langages qui n'ont pas ces types-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et si vous avez des questions, ou voilà, je suis disponible. Merci à tous. On a même quelques minutes pour, si quelqu'un a une question maintenant, qui lève la main. Hop, une petite question devant. Bonjour. Bonjour. Et merci pour ta présentation. Est-ce qu'il existe des formats ouverts pour représenter la musique, les partitions? Oui, dans le milieu de la recherche, il y a eu, je ne les connais pas tous, je préfère le dire en premier, mais je sais qu'il y a musique XML qui est du XML, qui est plutôt utilisé pour représenter des notes. Donc on va plutôt le retrouver dans les logiciels de type éditeur de partition. En logiciel libre, il y a Muse Score qui peut lire et écrire du musique XML. Il y a pas mal de logiciels propriétaires qui le supportent aussi. En ce qui concerne les grilles d'accords, véritablement, c'est-à-dire cette abstraction-là du morceau de musique, il y en a quelques-unes, mais c'est plutôt des formats texte, et ni basés sur CSV, ils nécessitent vraiment pour le coup un parseur très compliqué, très ad hoc, très, très spécifique. Du coup, je sais que depuis 2-3 ans, il y a aussi Chart.json, des gens un peu comme moi qui ont lancé
Donc je me suis mis à écrire des passerelles vers chart.json, mais j'ai un doute si c'est vraiment son vrai nom. Enfin, il faudrait que je le retrouve. Voilà. Merci pour la présentation. Et une question donc, pour les données. Tu as rentré à la main tous les reelbooks ou tu as récupéré quelque part? Non, enfin, heureusement non. En fait, j'ai scanné avec une intelligence artificielle. Non, je rigole. En fait, on trouve aujourd'hui une application qui s'appelle iRealbook, qui existait déjà quand j'ai commencé le projet. Donc elle encode ses grilles d'accords sous forme d'une longue string de type iRealB et un truc en base 64. Donc on peut arriver à... Ah ben oui, ça aussi c'est un format pour la question d'avant. Il y a des librairies NPM pour interagir avec ça. Et il y a des corpus faits par des universités qui sont publiés dans donc des milliers de grilles. En fait, l'avantage dans ces morceaux, c'est qu'ils sont super vieux et qu'ils sont plus soumis aux droits d'auteur. Donc du coup, on n'a pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Les corpus sont... Il n'y a pas trop de licences dans le milieu académique de la recherche de ces pages-là que j'ai trouvées. C'est en accès libre avec un téléchargement d'un gros zip qui contient plein de fichiers. Donc il y a un parseur qui est fourni et ensuite il y a moyen de le parser et de récupérer les données. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pu les transformer dans ma structure de données finalement et les inclure dans l'appli, quoi. Voilà. Après, je me pose des questions. Comment faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire genre une appli coquille vide où les gens ils ont dans leur drive ou j'en sais rien, ou dans un dépôt GitHub leur propre grille et l'appli ne fait que aller les lire? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire un software as a service avec une base de données derrière, une API et toujours les mêmes histoires où mon appli n'affiche que les grilles du catalogue qu'elle veut bien? Voilà, voilà. C'est bon. Merci. Merci pour ce talk. J'ai une question. Est-ce que tu pourrais remontrer la démo, pardon. Ouais. Parce que j'ai une question dessus sur juste ça. Tu peux t'arrêter là. Hop, Ouais, très bien. il faut que j'arrive à Ma question, c'est est-ce que ça représente un morceau complet ou pas? Et si ou pas, comment est-ce que tu fais pendant que tu joues pour avoir la suite du morceau, pour tourner la page, quoi, globalement? Non, c'est le morceau complet. C'est tout l'avantage d'une grille d'accords, c'est que ça tient sous les yeux en un seul coup d'œil. C'est très rare qu'il y ait plus de... Alors il y a des grilles qui sont... Ça c'est 32 mesures, si je ne me trompe pas, 8x4. Il y en a de limite 64, mais c'est hyper rare. La plupart c'est 32 ou un peu plus. Mais comment dire, ce que je disais en introduction du talk, c'est dans ces styles de musique, le morceau est vraiment comment dire, on le retient dans sa tête comme une mélodie. Donc les notes qu'on entend à la chanson qu'on chantait, quoi, et les accords qui est plus un boulot de la salle des machines. Les musiciens, ils n'ont pas toujours forcément besoin de connaître la mélodie, ils ont plus besoin de connaître les accords. Donc du moment qu'on a ça nous suffit. Évidemment, si je connais pas du tout le morceau, que c'est la première fois que je vais pas le jouer aussi bien que si je le connais bien, évidemment. Mais les accords, ça me permettra de pas me sentir complètement paumé et de jouer un squelette, on va dire, du rendu qui doit permettre au moins à la personne qui connaît le morceau de se sentir soutenue, voilà, par un accompagnement minimaliste. Voilà, donc ça représente vraiment le morceau entier, quoi. Enfin, ce qu'on doit en connaître quand on est en situation d'accompagnateur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous.